Alors, aujourd'hui, on plonge dans un sujet costaud, l'existentialisme. Mais attention, on ne va pas faire un cours magistral classique, non. On va l'aborder sous un angle bien particulier, celui hyper critique et super pertinent de la grande Hannah Arendt. Ok, alors allons-y. Le point de départ que nous propose Arendt, c'est une question, mais une question vraiment fondamentale, celle qui est à la racine de tout ce courant de pensée. La voici. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand notre monde, tout ce en quoi on croyait, nos traditions, nos certitudes, tout ça, d'un coup, ça n'a plus aucun sens. Faut s'imaginer que pendant des siècles, la philo occidentale, elle reposait sur une idée assez simple, mais super puissante. L'idée, c'était qu'il y avait une sorte d'harmonie parfaite entre la pensée et la réalité. Ce qu'on pouvait penser, ça correspondait au monde réel. On se sentait, intellectuellement à la maison dans l'univers. Sauf que cette belle harmonie, elle va voler en éclats, littéralement. Et voilà, ça nous amène directement à notre première partie, un monde en éclats. On va essayer de comprendre comment la philosophie a en quelque sorte perdu son foyer. Et cette chute, elle a été hyper rapide. Au tout début du 19e, on a Hegel. Lui, c'est le champion. Il construit un système philosophique total, une vraie cathédrale intellectuelle qui explique tout, la nature, l'histoire, tout y passe. C'est le sommet de la confiance en la raison. Sauf que, juste avant, il y avait eu Kant. Et Kant, il a un peu tout cassé. Il a montré les limites de notre raison. En gros, il a dit qu'on ne pourrait jamais vraiment connaître la réalité en soi. Et là, patatras. L'harmonie entre la pensée et le réel se brise. La philosophie se retrouve sans abri, intellectuellement parlant. Alors, face à ce chaos, qu'est-ce qui se passe ? Un nouveau type de philosophe va apparaître, c'est ce qu'on peut appeler la rébellion de l'individu. Fini les grands systèmes qui expliquent tout de loin. Maintenant, on va parler de l'expérience concrète, vécue, passionnée, subjective. Et le porte-drapeau de cette rébellion, c'est lui, Søren Kierkegaard. Pour lui, c'est simple. La vérité, ce n'est pas une grande formule abstraite. Non. Arendt le résume très bien. La vérité de l'individu, la vérité de l'existant, c'est un paradoxe. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pourra jamais être objective, jamais être la même pour tout le monde. C'est une vérité qui se vit avec passion. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que Kierkegaard change carrément les sujets de la philosophie. On ne parle plus de concepts éthérés, non, on parle de ce qui nous percute de plein fouet. La mort, par exemple, l'expérience qui fait de chacun de nous un être absolument unique. Le hasard, cette part d'imprévisible qui peut tout chambouler. La culpabilité, qui pour lui est tapie derrière chaque action humaine. Et enfin, le paradoxe, qui est la seule porte d'entrée pour l'individu vers quelque chose d'universel. Bon, maintenant, attention, on aborde un personnage complexe. Un des profs d'Arendt, rien que ça. Martin Heidegger. Lui, il voit les ruines de l'ancienne philosophie et il se dit « Ok, je vais tout reconstruire, un nouveau grand système ». Mais, comme Arendt va nous le montrer, il a peut-être surtout construit son propre piège. Au centre de sa pensée, il y a un mot-clé, le Dasein. On le traduit souvent par « l'être là ». C'est tout simplement son nom pour l'existence humaine. Et son idée, qui est vraiment révolutionnaire à l'époque, c'est de dire que pour un être humain, son essence, c'est son existence. Il n'y a pas de plan prédéfini. Il essaie de retrouver un être où l'essence et l'existence coïncident parfaitement, un peu comme on disait que c'était le cas pour Dieu dans la vieille métaphysique. Mais alors, quel est le parcours de cet être-là, de ce soi, chez Heidegger ? Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, on est jeté dans le monde, on n'a rien demandé, on est là. Ensuite, on se rend compte que notre existence dans ce monde est unheimlich, un mot allemand qui veut dire à la fois pas chez soi et inquiétant. On n'est pas à notre place. Puis, face à la mort, qui est inévitable, on fait l'expérience de notre propre nullité, de notre propre néant. Et là, il faut prendre une décision résolue, accepter tout ça, la culpabilité, la nullité. Le résultat final de tout ce parcours, d'après Arendt, un soi complètement seul, isolé, radicalement séparé de tous les autres. Et maintenant, imaginez un peu. Toutes ces idées allemandes, un peu sombres, assez complexes, elles vont traverser le Rhin, arriver à Paris juste après la guerre, et là, c'est l'explosion. C'est la naissance de l'existentialisme version française, celui des cafés de Saint-Germain-des-Prés, celui que tout le monde connaît. Arendt, d'ailleurs, elle a une formule assez piquante pour décrire ces philosophes parisiens. Elle les appelle des saltimbanques, des acrobates, quoi. Des gens qui vivent dans les hôtels, dans les cafés, qui ont une vie tellement publique qu'ils n'ont plus aucune vie privée. On sent bien l'ambiance, l'énergie, l'effervescence de l'époque. Et contre quoi ils se battent, ces existentialistes parisiens ? Leur ennemi juré, c'est l'esprit de sérieux. Pour eux, c'est le péché capital. C'est quoi ? C'est le fait de se prendre pour son rôle social, de s'identifier complètement à sa fonction. Sartre a un mot pour ça, il appelle ça un salaud. C'est celui qui joue à être un garçon de café ou un chef d'entreprise, comme si c'était toute son identité. Bref, c'est l'incarnation de la mauvaise foi.
Cette lutte contre l'esprit de sérieux, elle est portée par deux géants, Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Ils partent tous les deux du même constat. La condition humaine est absurde. Mais ils ne mettent pas la même chose derrière ce mot. Pour Camus, l'absurde, c'est le clash entre notre besoin de trouver un sens à tout et le monde qui, lui, reste silencieux. On est des étrangers dans ce monde. Pour Sartre, c'est différent. L'absurdité, ou la contingence comme il dit, c'est le fait même d'exister. Tout est en trop, rien n'est nécessaire. Mais, et c'est le point clé chez lui, notre conscience a ce pouvoir de négation, de dire non, et c'est de là que jaillit notre liberté. Une liberté totale, absolue. Mais attention, Arendt nous rappelle quelque chose d'important. Il n'y avait pas que Heidegger ou les Parisiens. Il y avait une autre voie, une autre réponse possible à la crise de la philosophie. C'est celle de la communication. Et elle est incarnée par un autre de ses professeurs, Karl Jaspers, qu'elle va défendre bec et ongle face à Heidegger. Ce tableau résume parfaitement le match. D'un côté, Heidegger, pour lui, l'humain est un soi tout seul face au néant, et son but en tant que philosophe, c'est de bâtir un nouveau système de l'être. De l'autre côté, Jaspers. Pour lui, on n'existe vraiment que dans la communication avec les autres, et la philo, son rôle, c'est d'illuminer l'existence, pas de l'enfermer dans un système. L'authenticité chez Heidegger, c'est accepter sa culpabilité seul dans son coin. Chez Jaspers, la liberté, on la trouve ensemble, avec les autres, par la raison. On voit bien le choix qu'Arendt fait. Pour elle, Heidegger, c'est une impasse, un piège. Jaspers, c'est une porte ouverte vers un monde humain qu'on peut partager. Ce qui est vraiment central chez Jaspers, c'est cette idée. La vérité, ça ne se trouve pas en solitaire. Jamais. Pour qu'une vérité soit vraiment vraie, il faut qu'elle puisse être partagée, communiquée. On ne devient soi-même, dit-il en substance, que dans une communauté où l'on se comprend mutuellement. Et pour boucler la boucle, pour résumer tout ce qu'elle pense de Heidegger, de manière très personnelle et très profonde, Arendt ne va pas écrire un énorme livre. Non, elle va écrire une petite fable. Courte, mais absolument redoutable. La fable du renard. Alors, l'histoire commence comme ça. Il était une fois un renard. Mais un renard tellement peu futé, tellement pas rusé, qu'il était incapable de faire la différence entre un piège et son propre terrier. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ce renard ? Eh bien, il décide de se construire un piège pour lui-même et de s'installer dedans pour y vivre, persuadé que c'est un terrier. L'allégorie est assez claire, c'est le philosophe qui se bâtit son propre système et qui s'y enferme. Et il ne s'arrête pas là. Il décore son piège, il met des pancartes dessus qui disent « Venez visiter, c'est le plus beau piège du monde !» Et le plus fou, c'est que ça marche. Plein de monde vient le voir. Sauf que eux, ils peuvent repartir quand ils veulent. Mais le renard, lui, non. Il ne peut pas sortir. Le piège, il est fait sur mesure, pour lui, et seulement pour lui. Et la fable se termine avec la morale de l'histoire, dite par le renard lui-même, qui bien sûr représente Heidegger. Il dit, avec fierté, « Ils sont tellement nombreux à venir me voir dans mon piège que je suis devenu le roi de tous les renards. » C'est une façon absolument géniale pour Arendt de montrer à la fois l'immense célébrité de Heidegger et ce qu'elle considère comme l'impasse totale de sa pensée. Et tout ça nous laisse avec la grande question, celle qu'Arendt nous laisse en suspens. Au fond, quelle philosophie peut offrir un véritable chez-soi à l'humanité ? Est-ce celle du soi isolé, enfermé dans son propre piège philosophique, ou bien celle d'un monde qu'on construit ensemble, par la parole, par la communication ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.